Alors le thème, c'est faut-il tuer le temps? Alors d'abord, j'espère que nous allons le tuer le plus agréablement possible. Ça, c'est la première des choses. Mais je ne suis pas certain qu'il s'agisse du même temps que celui qui va nous occuper au cours de ce débat qui n'est pas de psychologie. On a éliminé le temps psychologique, qui est un temps très important aussi, mais enfin, ça ne fait pas partie de notre objet. Le temps que nous nous proposons peut-être de tuer maintenant est celui de la physique, celui de la mesure et des discussions inhérentes au développement de la mécanique, qu'elle soit classique ou quantique. De quoi parlons-nous lorsque nous employons le terme temps en rapport avec la physique et la mesure? C'est déjà une question, à mon avis, extrêmement délicate. Je me limiterai en guise d'introduction, et en raison de mes faibles compétences, à ne rappeler que quelques éléments historiques et philosophiques ayant pour objet de planter le décor et sur lesquels nous pourrons revenir ensuite dans la discussion. J'entends par planter le décor, je vais discuter d'un certain nombre de choses que mes deux amis reprendront après dans un cadre tout à fait différent, mais on aura un peu de décor classique derrière tout cela. Alors le point de départ de cette histoire du temps, comme d'ailleurs de beaucoup d'autres, peut être rapporté à Aristote. Vous voyez, je commence très loin, mais je ne vais pas durer longtemps. Voilà, alors, nous disons, précise Aristote dans sa Physique 4, que du temps s'est passé quand nous prenons sensation de l'antérieur et du postérieur dans le mouvement. Donc il y a une corrélation immédiate qui est établie entre temps et mouvement. Et de ce fait, conclut-il, le temps est le nombre de mouvements selon l'antérieur et le postérieur. Alors, selon Aristote, c'est donc l'extension entre les deux bornes de l'avant et de l'après qui est le temps commun à tous les devenirs ou mouvements simultanés. Et pour cette raison, la notion de nombre est introduite, comme on peut parler de nombre de chevaux ou de celui de char. C'est-à-dire que c'est une première abstraction, mais on reste absolument dans le sensible. C'est-à-dire qu'il y a un début, une fin. Ne soyez pas déjà physicien ou newtonien, sinon on ne se comprendra pas. Cette définition qui rapporte le temps à une extension continue entre deux bornes va traverser les siècles jusqu'à être reprise par Galilée et Descartes. Oui, ça fait une période quand même assez longue. Galilée et Descartes, car pour ces derniers cependant, cette extension peut s'incarner dans une représentation géométrique linéaire qui n'est pas au sens strict un axe du temps. Ce n'est pas un axe du temps qu'ils utilisent, parce que s'ils utilisaient un axe du temps, ils seraient newtoniens. Ils ne le sont pas. Mais qui rend possible une étude du mouvement entre deux points ou instants de temps. C'est-à-dire qu'on a deux points et on peut étudier le mouvement. Alors, le temps, au sens où nous l'entendons aujourd'hui dans la physique, n'existe pas encore. Donc, on ne peut pas le tuer puisqu'il n'existe pas. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Tout change avec Newton en ce qu'il dépasse les déterminations sensibles, puisque nous n'avions que des déterminations sensibles jusqu'à ce point, présentes chez ses prédécesseurs, et qui se caractérisent par l'extension limitée entre l'avant et l'après. Et Newton introduit un temps absolu dès les premières pages des Philosophia Naturalis Principia Mathematica, publiées à Londres en 1687. Et dans la traduction de la marquise du Châtelet, voilà ce qu'on lit, et ça me paraît très important parce que c'est le point de départ de la question physique du temps. Le temps absolu, vrai et mathématique, sans relation à rien d'extérieur, coule uniformément et s'appelle durée. J'insiste sur le rien d'extérieur, sans relation à rien d'extérieur. C'est-à-dire que le point de vue sensible précédent est évacué, et d'ailleurs c'est ce qu'il dit, il s'appelle durée, point. Le temps relatif apparent et vulgaire, celui dont on vient de parler, et cette mesure sensible et externe d'une partie de durée, la fameuse extension, quelconque, égale ou inégale, prise du mouvement, telles sont les mesures d'heures, de jours, de mois, etc., dont on se sert ordinairement. Donc là, se fait une distinction entre un temps absolu, sans relation à rien d'extérieur, et un temps sensible, celui dont on a parlé avant. Ainsi, le temps absolu peut se déployer uniformément, et c'est par rapport à ce temps que les mesures du temps deviennent possibles et corrélativement que l'idée de précision prend tout son sens. Une horloge parfaite est pensable, puisqu'il y a un temps qui coule uniformément. Avant, ce n'est pas pensable. Ce temps, c'est le temps de la physique, celui qui, avec l'algébrisation, à la fin du XVIIe siècle, devient le petit t, grandeur mesurable et mathématiquement maniable. Petit t que l'on retrouve bien évidemment au cœur du calcul différentiel de Leibniz et dans la construction de l'algorithme de la cinématique vers 1700.
Donc c'est là que tout se joue. C'est-à-dire que quand on passe l'année 1700, on a un petit t qui coule uniformément et qui n'a que peu de rapport avec la perception sensible du temps. Et c'est ce temps de la physique. Voilà. Alors cependant, ce petit t associé au temps absolu soulève déjà la question de son statut. Parce que chez Newton, c'est métaphysico-physique. Hein. Il vient d'où ce temps absolu? Comme l'espace absolu d'ailleurs. C'est une construction qui peut être métaphysique, qui est une condition de la mesure aussi, mais c'est un être dont on peut s'inquiéter de ce qu'il est. Alors, cependant, ce petit t associé au temps absolu soulève déjà la question de son statut. Qu'est-ce que ce temps? Quoi qu'il permette de résoudre facilement de difficiles problèmes de physique, on ne peut manquer de s'interroger sur son être. Qu'est-il? C'est quoi ce temps? Évidemment, pour nous, c'est d'une simplicité. On fait petit t, on écrit petit t. Mais il faut s'interroger sur ce que c'est, ce petit t. Alors, je vais prendre quelques exemples. George Berkeley, au milieu du XVIIIe siècle, voit en lui une construction illusoire, au mieux un artifice mathématique commode, puisqu'on ne peut, comme il le souligne, former aucune idée simple d'un temps qui soit abstraite de la succession des idées dans mon esprit. Effectivement, vous n'avez pas d'idée du temps absolu. Vous avez du temps, une perception sensible du temps. Alors on s'accorde sur l'usage de petit t, mais petit t n'est rien, si je suis Berkeley. Ernst Mach reprendra cela à l'identique à la fin du XIXe siècle. Donc la question du temps continue. En revanche, car il faut bien fonder quand même la physique et parler un peu de physique, Emmanuel Kant, à la fin du XVIIIe siècle, dans sa critique de la raison pure, contre la tradition empiriste justement incarnée par John Locke, Berkeley ou David Hume, fait du temps en reprenant strictement Newton, dans la partie de son ouvrage consacré à l'esthétique transcendantale, non pas un être réel, ce qui est le côté newtonien, ni rien, ce qui était le côté de Berkeley, mais une condition a priori de toutes nos expériences, avec d'ailleurs l'espace, c'est parallèle, il reprend exactement tout Newton. Nous pensons le monde a priori, à travers le temps et l'espace. Le temps n'est que il écrit, le temps n'est que la condition subjective sous laquelle peuvent trouver place en nous toutes les intuitions. Donc le temps n'est pas à l'extérieur, il n'existe pas, il est la condition a priori par laquelle je peux saisir les phénomènes du monde. C'est-à-dire qu'il échappe à l'ontologie newtonienne et il échappe aussi à l'empirisme du XVIIIe siècle. Il construit quelque chose et ça reste une position dite kantienne assez classique sur le statut du temps. Alors dans ce cas-là, on peut se demander ce qu'est le temps dans le monde. Il n'y en a pas. C'est une condition subjective et transcendantale rapportée à nous. Ainsi, petit t oscille entre être, ne pas être, ou bien encore être une condition a priori de toute expérience. La variable petit t nous fait bien du souci. Et ce n'est pas tout. Et ça, c'est quelque chose qui va déboucher sur des questions que j'aimerais poser après mes amis. On peut rappeler aussi que ce petit t, qui est le temps de la physique, ne doit pas être confondu avec les temps par lesquels s'exprime un devenir. Le petit t n'exprime pas un devenir, il se coule uniformément. Ainsi, par exemple, qu'en est-il du temps chrétien qui doit conduire... Ainsi, par exemple, en est-il du temps chrétien qui doit conduire au règne de Dieu sur la terre? C'est un devenir, ce temps-là. Il est linéaire. Il y en a qui sont circulaires, mais celui-là est linéaire. Mais il ne faut pas le confondre au petit t parce que c'est un devenir. Il va vers quelque chose. Ou du temps hegelien, de Hegel, qui s'apparente à un processus dialectique qui voit la réalisation de l'idée dans la nature et dans l'histoire. Marx, c'est une affaire importante parce que Marx et Engels s'en souviendront dans le matérialisme dialectique. C'est une des clés du matérialisme dialectique. Mais ce n'est pas le petit t. On n'oubliera pas non plus la célèbre durée bergsonienne de portée ontologique qui se présente comme un temps, mais un temps indivisible et toujours se créant. C'est une structure du monde qui est identique à ma propre conscience. Bergson et Einstein se sont rencontrés en 1920, mais ils ne se sont pas très bien compris. Ils parlaient vraiment de choses assez différentes. Et effectivement, il y en a un qui parle d'un temps devenir et un autre qui parle d'un temps, bon, le temps relativiste, mais le petit t reste le petit t. Le temps, donc, est d'une richesse conceptuelle considérable et d'un statut temps mathématique. On élimine ou on garde petit t. Ontologique,
Qu'est-ce que le temps? Extraordinairement difficile à appréhender. C'est pour ça que ce soir, ils ont du boulot. Hein. Et j'aimerais, au cours de cette soirée, comprendre, moi, mais j'espère que vous aussi, un peu mieux d'abord quel rapport il y a entre le petit t mathématique, celui qui coule uniformément de la physique, et l'ensemble des questions cosmologiques pour lesquelles le temps ressemble plutôt, me semble-t-il, à un devenir, c'est-à-dire à être du côté de l'ontologie. Eh oui. Et ensuite, parce qu'on a bien, comme j'ai vu qu'il y avait beaucoup de problèmes avec le temps, je me pose aussi, et que je suis au CIRT, et ensuite, que signifie dans tout ce contexte mesurer le temps? Mais qu'est-ce qu'on mesure? Puisqu'on ne sait pas si ça existe, ça n'existe pas, c'est là, c'est pas là, c'est dans la tête, mais on le mesure. Il y a même des horloges atomiques. Qu'est-ce qu'on mesure? Alors, cher Carlo Rovelli et cher Patrick Peter, nous vous écoutons pour des réponses à toutes ces questions, et on en aura d'autres. Voilà, à vous. Je vais tout répondre. Ah, ça c'est sympa. Alors, ce sont beaucoup de questions. Je ne veux bien sûr pas parler de tout ça. C'est trop. Je vais vous dire pourquoi, moi, je pense qu'il faut tuer le temps et dans quel sens. Alors, je vais commencer avec une expérience de physique. Le temps, c'est la chose qui est mesurée par les horloges et c'est de ce temps que je commence à parler. Alors, imaginez que vous avez deux horloges. Imaginez que vous avez deux horloges un peu plus précis que ce truc qui est de mon grand-père. Ce n'est pas super précis. Imaginez que c'était plus précis que ça. Alors, nous avons une idée très claire du temps et très forte du temps, que c'est la chose de laquelle nous parlons quand nous parlons du temps. Et après, dès qu'on commence à regarder de plus près, comme vous dites, ça commence à se briser. Mais il y a un fait. Le fait est le suivant. Si je prends deux horloges, très bon. Okay. Je prends une des deux et je le lève. Je le tiens un peu plus à nous. J'attends un peu. Après, je reviens. Il indique deux temps différents. Alors, pas avec ce truc-là, qui évidemment ne marche pas très bien. Mais ça, c'est une expérience qu'on peut faire aujourd'hui avec Aujourd'hui, on a des horloges très, très, très efficaces. Et on mesure cette différence de vitesse à laquelle le temps passe. Et on la mesure aujourd'hui à 30-40 cm de distance. Donc, ça veut dire que si vous allez à la montagne ou si vous restez à la mer, vos durées sont différentes. Okay? À la mer, il y a moins de temps qui passe. À la montagne, il y a plus de temps qui passe. Quand vous vous rencontrez, vous et votre ami, si votre ami a été à la montagne, il a eu plus de temps que vous étiez à la mer. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas de la construction, c'est un fait qu'on mesure. Alors, et c'est un fait, la chose intéressante en plus, c'est un fait qui avait été très bien prévu et calculé par Einstein il y a un siècle et plus. Donc c'est quelque chose que nous avons d'abord appris de façon théorique, Einstein, sur la base de ce qu'on savait sur le monde il y a un siècle. Il avait pu comprendre, il avait su comprendre que ça se passe. Il n'y avait pas assez des horloges assez précises. Aujourd'hui, nous avons des horloges assez précises. Donc aujourd'hui, ce n'est plus une idée d'Einstein. C'est un fait qu'on mesure. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'image usuelle que nous avons du temps, comme quelque chose qui passe pour tout le monde égal, ne colle pas avec la réalité. La réalité est plus complexe, un peu plus différent. C'est comme nous avons une idée, la Terre est plate, le haut et le bas, mais ce n'est pas comme ça. Le bas à Sydney est différent, le haut à Sydney est différent que le haut ici. Donc nous apprenons que le monde est différent de comment nous avons une intuition élémentaire du monde, et il faut faire avec. Il faut changer notre idée du temps. Et je pense que le fait qu'il faut changer notre idée intuitive du temps, c'est nécessaire, et c'est dans les choses, c'est dans la physique, c'est dans la mesure. Alors ça, c'est une découverte, c'est quelque chose qui s'est éclairci il y a un siècle avec Einstein. Et donc, au minimum, il n'y a pas un temps, mais il y a plusieurs temps, les temps au pluriel. Le temps mesuré ici, le temps mesuré là, le temps mesuré par quelqu'un qui bouge, le temps mesuré dans toutes les façons différentes. Aujourd'hui, on est un siècle après. Cette découverte n'a pas été digérée par tout le monde, mais les physiciens la considèrent évidente, quelque chose qu'on a bien compris et appris. Mais on avance et on se pose des problèmes nouveaux. Et le travail que je fais, c'est l'effort de comprendre des choses que nous n'avons pas encore bien comprises, c'est-à-dire comment mettre ensemble cette compréhension einsteinienne, relativiste, de la relativité générale du temps, avec la mécanique quantique,
qui est l'autre grande découverte du XXe siècle. Et la mécanique quantique, c'est une théorie compliquée qui nous dit en particulier qu'il y a des fluctuations minimales des choses, qu'on ne peut pas donner des prédictions exactes, qu'il y a une incertitude dans la position des choses, toute une théorie compliquée en soi sur la matière. Il se trouve que quand on fait l'effort de mettre ce qu'on a compris sur le temps avec la relativité générale et ce qu'on a compris sur la matière avec la mécanique quantique, on cherche de mettre les choses ensemble. Et je pense, et d'autres comme moi pensent, que la chose plus simple à faire à ce point-là, c'est d'oublier complètement le temps et écrire des équations pour les variables du monde concret, sans faire au cours référence à ce temps que Newton a introduit à la base de ce petit t que Newton a introduit à la base de la physique. Et revenir dans un certain sens à Aristote. Qu'est-ce que c'est le temps? C'est compter combien de temps quelque chose se passe. Quelle est la grande différence entre le temps d'Aristote et le temps de Newton? Aristote dit le temps est la mesure du changement, le nombre du changement. Évidemment, si rien ne change, il n'y a pas de temps. Pour Newton, si rien ne change, le temps passe quand même. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui passe? Un temps qui passe, un t qui fait t, 1, 2, 3, 4, 5. Quand rien ne bouge, Newton aurait dit oui. Pourquoi il dit oui? Pas parce qu'il aime cette idée, parce qu'il trouve que c'est plus facile d'écrire la physique comme ça. Si j'écris la physique avec cette idée, j'arrive à faire une physique efficace. Je pense qu'aujourd'hui, à la lumière de la relativité générale et de la mécanique quantique, on arrive à faire une physique efficace si on jette cette idée de t, de temps qui passe tout seul, et on ne parle que de choses variables. Donc je peux évidemment parler de ce que je lis sur le cadran d'une horloge, de l'autre horloge, calculer la différence des deux, calculer avec la probabilité, la mécanique quantique, tout ce qu'il faut. Mais c'est plus simple, écrire les équations fondamentales en oubliant complètement le temps. Est-ce que ça veut dire que en tout le temps, on va mourir tout de suite? Bon, on reste congelé. Non, évidemment. Parce que le temps de notre expérience, ce n'est pas le temps fondamental. C'est comme le haut et le bas. Moi, j'aime beaucoup cette similitude. Ici, nous savons qu'il y a le haut et le bas. Mais nous savons que dans l'univers, il n'y a pas le haut et le bas. Dans la physique de Newton, il n'y a pas le haut et le bas. Donc Newton a tué le haut et le bas. Dans sa physique fondamentale, il n'y a rien qui dit qu'il y a une direction privilégiée. Cela n'empêche qu'après, dans une situation particulière, ici, nous et vous, sur la surface d'une planète qui tire, etc., il y a une direction haut, une direction bas. Donc nous vivons dans le haut et le bas. Ça fait partie de notre expérience quotidienne. De la même façon, nous vivons dans un temps qui passe. Nous avons là 1 heure et pas plus pour parler, et on ne peut pas échapper de ça. Comme une fois que j'ai découvert avec la physique de Newton qu'il n'y a pas le haut et le bas dans l'univers, ça ne veut pas dire que je peux maintenant commencer à marcher sur le plafond. De même façon, le fait d'avoir découvert qu'au niveau fondamental, le monde est mieux décrit sans le temps, ça ne veut pas dire que pour nous, le temps va disparaître. Mais ça veut dire que notre expérience du temps, c'est quelque chose de complexe, compliqué, qui n'est pas dans le niveau fondamental des choses, mais qui se met en place dans une situation particulière, dans une approximation de grand nombre, etc., etc., etc. Ça, c'est la raison pour laquelle je pense que pour faire la physique fondamentale, non pas dans notre vie, c'est mieux de tuer le temps. Et je vais conclure avec une considération très brève. Ces questions touchent à la philosophie. Nous avons un philosophe qui nous sépare, Moi, je pense que le fait que la physique parle à la philosophie, c'est fondamental. Et les philosophes qui n'écoutent pas la science sont sourds. Parce qu'un philosophe qui parle du monde sans tenir compte de ce qu'on apprendrait vraiment sur le monde fait des erreurs. Mais c'est vrai aussi le contraire. Je pense que les scientifiques qui n'écoutent pas la philosophie sont aussi sourds. Parce que ce ne sont pas des scientifiques sans philosophie, ce sont des scientifiques avec une philosophie qui ne sont pas conscientes de leur propre philosophie et qui ne sont pas ouverts à cette critique conceptuelle qui est la philosophie, qui très souvent dans l'histoire a servi pour ouvrir la tête des scientifiques et lui permettre de faire des choses que sinon n'auraient pas fait. Donc je pense que la physique meilleure parle à la philosophie meilleure parle à la science, et que dans ce processus, nos connaissances augmentent, et surtout, nous apprenons, ça c'est l'histoire de la science, continuellement, qu'il y a des choses que nous pensions avant que ce n'était pas vrai.
Et l'existence du temps uniforme que flux, c'est une de ça, je pense. Alors, l'amateur de philosophie. Oui, merci. Il y a beaucoup de choses là encore à répondre. Tout d'abord, la première chose que je dois faire, c'est m'excuser de ne pas être Lys Moline, hein, visiblement, mais je ne suis pas Lys Moline, donc pour ceux qui l'espéraient, c'est raté. C'était pas une question de temps, non, c'était une vraie question, là. L'autre point, bon, je voulais aussi vous remercier parce que ça m'a donné l'occasion de réfléchir un petit peu sur cette thématique un peu plus en profondeur que ce qu'on fait peut-être au quotidien, donc c'est aussi intéressant de venir discuter dans ce genre de cadre. Et pour parler du temps, alors déjà, il y a une première chose avec laquelle je ne suis pas sûr d'être absolument en accord avec Michel quand il dit que le temps dont on va parler, ça va être le petit t, le temps de la physique, qui n'est pas forcément qui n'a rien à voir, a-t-il dit, avec le temps psychologique. Est-ce que c'est véritablement vrai? C'est déjà une première question qui pourrait se poser. Le temps en soi est un objet philosophique, ça, on est complètement d'accord, mais c'est aussi un objet scientifique. Et c'est un objet scientifique assez différent des autres. Déjà parce que dans un premier temps, c'est la seule grandeur qu'on peut mesurer, grossièrement, ça je vous l'accorde, mais c'est la seule grandeur physique qu'on peut mesurer en faisant totalement, sans faire appel à nos sens. C'est-à-dire on ferme les yeux, on se bouche les oreilles, on se met dans un caisson totalement isolé du reste du monde, et on peut toujours compter, encore une fois grossièrement, mais on peut toujours compter le temps qui passe. C'est le temps psychologique, mais c'est aussi quelque part un vrai temps. C'est aussi le temps, c'est la manière de compter le temps, même si c'était avec les battements de son pouls, que Galilée compte les oscillations d'un pendule au lieu d'écouter la messe. Voilà, donc c'est quand même une première chose assez intéressante et assez importante qui différencie le temps de pas mal d'autres grandeurs. Et c'est aussi pour ça, je crois, que la philosophie rentre assez naturellement dans cette histoire, parce que la philosophie, parce que c'est naturel de penser, de manière philosophique, qu'on pourrait comprendre le temps seulement grâce à la pensée, c'est-à-dire sans avoir recours à l'expérience et sans rien, c'est-à-dire, de mon sens, de point de vue philosophique, puisqu'on peut mesurer le temps de façon indépendante, en quelque sorte, de quoi que ce soit. Alors, ceci dit, le temps, comme on l'a dit, il y a quand même certaines spécificités supplémentaires. Ce n'est pas que le temps individuel que chacun peut voir. C'est aussi, donc, comme Michel l'a mentionné, le temps, il y a la structure de temps absolu chez Newton. La plupart des théories physiques sont basées sur la notion de dynamique qui va consister à comprendre l'évolution dans le temps d'un certain nombre de grandeurs. Par exemple, on va appliquer la deuxième loi de Newton qui nous dit comment l'accélération d'un objet dépend des forces extérieures. Et avec ça, on va pouvoir calculer quelles sont les positions que cet objet va occuper en fonction du temps. C'est ce qu'on va appeler l'équation horaire. Et à partir de cette équation horaire, le temps étant en effet absolu, on va pouvoir supprimer le temps de ces équations horaires pour écrire une trajectoire. Et la trajectoire, dès qu'on a la trajectoire, effectivement, le temps n'existe plus dans cette trajectoire. Ça, évidemment, donc la mécanique de Newton permet de faire ça, pour laquelle le temps est tellement réel, quelque part, qu'on peut s'en passer, parce qu'il coule de façon uniforme et il n'y a pas de souci par rapport à lui. C'est effectivement, comme disait Carlos, qui est remis un petit peu en cause avec la relativité. La relativité, effectivement, restreinte d'abord, puis générale, montre qu'il existe non pas un temps, mais des temps, effectivement. Et elle montre aussi ce qu'il y a de commun entre le temps et l'espace, tout en soulignant la différence entre le temps et l'espace, parce qu'il y a quand même un petit signe d'écart qui a l'air de rien comme ça, mais qui est un signe absolument crucial, qui change tout. Et notamment, il change tout parce qu'il permet l'existence, pour chaque observateur, d'un temps propre. C'est-à-dire quand vous êtes à l'arrêt, par rapport à quoi c'est encore à définir, mais vous-même, vous mesurez un temps qui est votre temps propre. Et effectivement, chacun va mesurer un temps propre qui sera le sien. Alors certes, qui va s'écouler de manière différente au sommet d'une montagne ou au bord de la mer, mais pour vous, votre ressenti, c'est là encore que le lien avec le temps psychologique n'est pas forcément évident, le ressenti risquerait d'être essentiellement le même. Alors enfin, et Carlo a abordé un tout petit peu la chose, il y a la mécanique quantique. Alors la mécanique quantique, donc, qui est une théorie qui décrit comment la matière fonctionne, et j'englobe dans mécanique quantique toutes les possibles extensions relativistes, ce qu'on appelle la théorie des champs et toutes ces choses-là, mais ce n'est pas la question. Dans la mécanique quantique, le temps a là encore un statut complètement différent des autres grandeurs.
En mécanique quantique, une grandeur mesurable, c'est ce qu'on va appeler techniquement une observable. Ce n'est pas très intéressant de savoir juste de quoi il retourne, mais c'est une certaine opération mathématique très précise, très bien définie, et le temps n'est pas une telle opération. Pour autant, le temps est quelque chose d'a priori mesurable, et ce n'est pas du tout ce genre d'opération. Donc ça fait quelque chose d'assez particulier. Et pourtant, la mécanique quantique ou toutes les autres théories vous décrivent une dynamique, c'est-à-dire elles vous décrivent l'évolution dans le temps, le comportement dans le temps des autres grandeurs qui, elles, sont parfaitement bien définies. Donc encore une fois, on se retrouve avec un petit t qui n'est pas forcément très très bien défini, dont on ne comprend pas forcément ce qu'il veut dire. Et donc, à part la relativité générale qui elle-même décrit la structure du temps et de l'espace en soi, le temps lui-même apparaît comme un paramètre dont on ne comprend pas véritablement le sens. En plus, et alors là c'est une déformation professionnelle probablement heureuse ou malheureuse, j'en sais rien, je ne peux pas m'empêcher de parler du temps cosmologique, parce que je suis cosmologiste, donc quitte à faire, autant parler aussi un peu de ce que je fais. Et alors le temps cosmologique, il me semble, l'existence d'un temps cosmologique me permet de mettre en avant deux propriétés cruciales du temps, qui sont des propriétés auxquelles on ne pense pas forcément immédiatement, mais que vous avez discuté, abordé d'un petit peu. D'abord, ce qui a été dit et redit sans être dit, c'est que le temps coule uniformément, etc., dans une direction donnée. Il y a une direction, il y a des grands débats actuellement sur le temps thermodynamique et le temps physique, etc., et le temps cosmique ou ces choses-là. La flèche du temps est quelque chose qui existe, qui a un sens. On ne rajeunit pas, on vieillit, et voilà, les objets tombent, ils ne s'envolent pas. Enfin voilà, il y a un sens bien précis à ça. Ce n'est pas quelque chose d'extrêmement clair. Encore une fois, je disais que la relativité montrait les similarités entre l'espace et le temps. Dans l'espace, on peut aller vers l'avant et vers l'arrière. Dans le temps, on ne va que vers l'avant. Plus ou moins vite, certes, mais on ne va que vers l'avant. Et puis, à partir du moment où il existe une direction dans le temps, on en arrive immédiatement, donc vous avez mentionné les problèmes eschatologiques avec le problème de fin des temps, mais évidemment, avant toute chose, avant de s'interroger sur la fin des temps, il me semble plus judicieux de s'interroger sur l'origine des temps. Donc qu'est-ce qui se passe au début, toutes les théories actuelles de Big Bang et des choses comme ça. Donc là encore, le temps, encore une fois, est quelque chose d'un peu spécial puisqu'il en existe un début. Qu'est-ce que ça veut dire que le début des temps ? Il y a énormément de questions qui se posent, qui sont intéressamment des questions philosophiques a priori, et qui pourtant s'avèrent être aussi des questions scientifiques auxquelles on peut apporter des réponses, et des réponses observationnelles, comme on l'a vu récemment avec les données du satellite Planck et ce genre d'informations. Alors, maintenant que j'ai mis toutes ces spécificités du temps, il est peut-être aussi temps d'aborder, littéralement, la nature réelle ou non de l'objet temps dont on parle, hein, puisqu'on parle aussi un petit peu de philosophie, on va essayer, je pensais peut-être à donner une approche, une définition provisoire, hein, parce que de toute façon on va certainement en discuter, puis on va certainement pas clore le débat, mais une définition provisoire pourrait être obtenue par l'intermédiaire d'une approche positiviste. Alors, une approche positiviste, en gros, ça consistera à dire que ne sera réel ou n'aura un sens que ce qui peut être mesuré. Donc, le temps, par exemple, va pouvoir être mesuré par l'intermédiaire de changements de volume. Hein, quand vous avez une horloge à eau ou un sablier, c'est un changement de volume local qui diminue par ailleurs, qui augmente ailleurs, mais c'est un changement de volume qui vous permet de calculer un temps. En fait, c'est amusant parce que déjà immédiatement, on voit que pour mesurer un temps, il faut avoir une théorie derrière. Parce que qu'est-ce qui vous dit que ce sablier va toujours s'écouler de la même manière, sinon en le comparant peut-être à un autre sablier ou à une clepsydre ou à n'importe quel autre système. Donc il y a déjà tout de suite un problème. En plus, on évolue, on définit le temps quelque part comme étant mesuré par l'intermédiaire de changements de volume, changements dans le temps. Donc on définit plus ou moins le temps par lui-même, donc c'est un petit peu une approche en boucle. En plus, l'approche positiviste, on en rediscutera encore une fois certainement. J'aime bien lancer aussi quelques pics, puisque vous aurez compris que mon rôle était de ne pas être d'accord avec les options philosophiques. L'approche positiviste est une approche d'abord qui dépend du moment historique dans lequel vous vous situez. Hein, par exemple, quand l'hypothèse atomique, qui est une hypothèse considérée comme philosophique pendant très longtemps, quand l'hypothèse atomique est émise, c'est une hypothèse
dont les positivistes ne veulent pas entendre parler, puisqu'on ne voit pas les atomes. Si on ne les voit pas, ça n'a absolument aucune espèce d'intérêt d'en parler, donc on les oublie. Le problème, c'est qu'effectivement, ils sont réels, on les voit maintenant. Donc les atomes étaient donc une hypothèse fictive pendant 2500 ans, avant de devenir des objets réels. Je pense que voilà, on voit immédiatement les limitations de ce genre d'approche, même si l'approche peut apporter effectivement un certain nombre d'informations. Mais ça limite les choses. Et alors une autre manière de voir le temps peut-être dans ce cadre-là, c'est, je pense, un petit peu ce que voulait dire Carlo quand il parlait du haut et du bas. Et est-ce qu'on peut définir le temps de la même manière qu'on définit le haut et le bas, à savoir comme étant ce qu'on appelle actuellement, c'est très en vogue, c'est un phénomène émergent. Un phénomène émergent, ça serait par exemple de parler de la viscosité d'un objet. La viscosité d'un objet, évidemment, si on regarde sa constitution atomique, les atomes ne sont pas visqueux. Ils n'ont absolument aucune viscosité, enfin, ça ne veut simplement rien dire. Par contre, quand vous mettez une collection d'atomes au même endroit et que vous appuyez dessus, à ce moment-là, vous sentez une résistance au mouvement, etc. Ça vous permet de définir une viscosité. Ça, c'est une viscosité. Cette viscosité est ce que j'appellerais une sorte de phénomène émergent intrinsèque. C'est-à-dire que l'objet lui-même a cette propriété de façon intrinsèque. Il y a d'autres phénomènes émergents, comme le haut et le bas, d'ailleurs, qui dépendent précisément de l'endroit où on est. J'avais pensé plutôt à la couleur. La notion de couleur, qui est une notion parfaitement bien étudiée, bien comprise pour tout un chacun. On sait parfaitement ce qu'est une couleur. Évidemment, ça dépend complètement du détecteur. Si vous avez un animal qui voit dans une gamme lumineuse totalement différente, il n'aura pas du tout la même vision des couleurs que nous. Donc c'est une notion, un phénomène émergent, parce que ce n'est pas un phénomène simple. Vous avez besoin d'un grand nombre d'atomes émettant dans différentes longueurs d'onde, etc., pour fabriquer une couleur. Mais vous avez aussi besoin d'un récepteur, c'est-à-dire c'est un phénomène émergent extrinsèque, que je qualifierais. Donc, de ce point de vue-là, on peut poser la question, déjà, le temps, si j'accepte l'idée que le temps est un phénomène émergent, est-ce que c'est un phénomène émergent, est-ce que c'est une construction intrinsèque, c'est-à-dire à base d'atomes de temps, quelque part, qui vont reconstruire un temps global que je pourrais ressentir, ou est-ce que c'est un phénomène extrinsèque, c'est-à-dire qu'on voit, il y a beaucoup de gens actuellement qui pensent que la conscience, on en revient à nouveau au temps psychologique, la conscience est aussi, semblerait-il, un phénomène émergent. Quand vous avez une assemblée de neurones suffisamment conséquente, vous pouvez faire apparaître des objets qui, enfin, théoriquement, je ne sais pas si c'est fait encore, mais on peut imaginer des objets qui deviennent conscients d'eux-mêmes. Donc la conscience en soi pourrait donc être un phénomène émergent. Et comme cette conscience est aussi ce qui nous permet de mesurer le temps, peut-être que l'un est lié à l'autre, peut-être que le temps lui-même est lié à une perception, à une construction extrinsèque qui dépendrait de l'objet que nous sommes nous-mêmes. Donc il y a un certain nombre de questionnements comme ça. Et pour ma part, même si du coup je vais arriver sur un thème peut-être un peu moins intéressant, c'est-à-dire à savoir ma vision des choses, ma vision du monde, là-dessus, c'est que il est vrai que le temps est relatif, il dépend de chaque individu, mais tout en étant relatif, il y a aussi une certaine base qui est essentiellement la même, du moins on peut le supposer pour tout le monde. On suppose que si on envoyait quelqu'un à des vitesses astronomiques, ce quelqu'un vivrait peut-être des milliers d'années par rapport à nous avant de revenir, mais pour lui, il aurait vécu un temps sensiblement comparable à ce qu'il aurait vécu sur Terre, c'est-à-dire qu'il aurait vécu d'entre 70 et 90 ans en moyenne, avant de décéder naturellement. Donc ce temps-là me semble avoir une réalité totalement objective. Et de plus, le fait qu'on puisse, dans l'état actuel des choses, le percevoir maintenant comme un phénomène émergent, d'abord ne veut pas dire qu'il en soit un, parce qu'on peut calculer des choses dans l'hypothèse que ce soit un phénomène émergent sans pour autant que ce soit le cas. Dans l'état actuel des choses, je ne sais pas si nous avons les moyens techniques de résoudre cette problématique, si le temps est réel ou s'il est émergent. Et voilà, je pense que c'est la question que j'arrêterai avec cette question-là.